Nous voici arrivés à la toute dernière partie de cette journée, mais avant quelques propos conclusifs, l'ultime thématique est consacrée à une question de la plus haute importance, comme toutes les questions de la journée, cela étant, la lutte contre les faux et les contrefaçons. Mes deux voisins vont nous livrer deux témoignages tout à l'heure. D'abord, le colonel Hubert Percy-Dussert, qui est chef de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, que beaucoup connaissent ici, et qui va nous parler des enquêtes et plus généralement des activités menées par l'OCBC en matière de lutte contre la contrefaçon et les faux. Et puis ensuite, Hervé Di Rosa, artiste qu'on ne présente plus, président de la DAGP, qui va nous parler de son expérience en tant qu'artiste et artiste victime de faux et de contrefaçon. Auparavant, il me revient d'ouvrir le bal et comme les autres présidents juristes de la journée, je vais vous présenter l'actualité juridique du sujet, en commençant par peut-être deux images fausses à mon sens. La première, c'est qu'une des difficultés qu'on rencontre quand on s'intéresse à la lutte contre les faux artistiques et les contrefaçons, c'est l'image que renvoient les faussaires, qui sont souvent présentés comme des personnages sympathiques, hauts en couleur, romanesques, bref, des gens attachants. La seconde difficulté tient au fait que le marché de l'art n'a pas toujours bonne presse. Il s'agirait tout à la fois d'un marché de niche, d'un marché de riches, et il ne mériterait pas l'attention qu'on porte à d'autres secteurs de l'économie. Alors évidemment, il faut tordre ces deux images, qui sont d'ailleurs plus que des images, c'est de l'imaginaire, qui ne correspond absolument pas à la réalité. Les faussaires et leurs acolytes, pour commencer, se livrent à une activité qui est extrêmement répréhensible, qui pollue en profondeur le marché de l'art, et ce marché lui-même est animé par de très nombreux intérêts qui en font tout autre chose qu'un marché de niche ou qu'un marché de riches, sans compter qu'il y a d'autres choses que le marché, et il y a l'art tout court qui est pollué, bien sûr, par les faux et les contrefaçons. Alors parmi les intérêts qui sont les plus fortement affectés par les faux et par les contrefaçons, il y a évidemment les intérêts des artistes eux-mêmes et de leurs ayants droit, même les moins connus, à vrai dire, dont les créations sont copiées, modifiées, détournées, etc. Il y a les intérêts des vendeurs et des acheteurs qui sont lésés. Il y a les intérêts des professionnels, du moins les professionnels vertueux, ils sont heureusement extrêmement nombreux, qui se trouvent bernés avec des conséquences financières, avec des conséquences sociales, avec même parfois des conséquences personnelles qui sont dramatiques. Il y a les intérêts des institutions publiques et évidemment les intérêts des musées qui sont susceptibles d'acquérir et d'exposer des faux, même si de toute évidence il ne faut pas croire les rumeurs qui courent selon lesquelles 90% des œuvres qui sont exposées dans les musées seraient des faux. Et puis il y a les intérêts du public, le grand public pour le coup, qui est amené à contempler des œuvres qui ne sont pas authentiques. Et enfin, au-dessus de tout ça, l'intérêt de l'État qui a tout à gagner à ce que le marché soit assaini, à la fois pour son image et puis pour la confiance acquise ou retrouvée qui contribuerait au développement de l'activité économique. Par ailleurs, le faussaire n'est plus le petit artisan qu'il était autrefois. De nos jours, l'activité du faux et l'activité du faussaire rayonnent généralement au sein d'un véritable réseau, un réseau organisé, avec ses fabricants, avec ses intermédiaires, avec ses revendeurs en tout genre. La fabrication et le commerce des faux sont des activités, en tout cas en l'état, rentables et assez peu risquées. Et tout cela, ça contribue en outre au financement d'autres activités illicites, plus répréhensibles encore, qui sont en réalité souvent le fait des mêmes réseaux, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le terrorisme parfois. Et ici comme ailleurs, le développement du numérique et de l'Internet, évidemment, a naturellement contribué à l'augmentation du phénomène. En résumé, les faux et les contrefaçons menacent non seulement de très nombreux intérêts privés, mais aussi l'intérêt général. Alors voilà pourquoi il est important que notre système juridique offre les moyens de les combattre efficacement. À la vérité, il existe déjà de très nombreuses règles en la matière. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail, qui serait technique et trop long, mais il existe au moins le droit d'auteur, qui permet de lutter contre la contrefaçon au sens strict. Il existe le droit des contrats, qui permet, à certaines conditions, d'obtenir l'annulation d'un contrat de vente lorsqu'il y a erreur sur l'authenticité ou sur toute autre qualité essentielle de l'objet. Il y a le droit pénal, le droit commun, l'escroquerie, la tromperie, etc. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais ces dispositions, d'une part, ne sont pas toujours applicables,
et d'autre part s'agencent assez difficilement entre elles dans un certain nombre de cas. Et puis, il existe à première vue une loi qui devrait permettre de lutter contre toutes les fraudes en matière artistique, mais cette loi, dans son état actuel, manque globalement son objectif, manque globalement son but. Cette loi, c'est la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, qu'on appelle la loi Bardou, du nom de celui qui fut son principal promoteur, son principal artisan, le sénateur Agénor Bardou. Cette loi est ancienne, mais elle est précisément sous les feux de l'actualité, et c'est sur cette loi que je vais me concentrer ici. Cette loi est rarement appliquée, et dès son adoption, la loi Bardou a fait l'objet de critiques qui n'ont cessé depuis 1895, à la vérité. Alors, lors d'un colloque qui a été organisé, un colloque très important organisé en 2017 par le parquet de la Cour de cassation, le constat a été unanime. Il était peut-être temps de modifier en profondeur la loi Bardou, de la modifier en profondeur et à la hauteur des enjeux contemporains. Une institution que vous connaissez sans doute pour beaucoup, l'Institut Art et Droit, association scientifique, s'est emparé immédiatement du projet et a créé un groupe de réflexion sur cette question. Et puis en parallèle, quelques temps plus tard, le ministère de la Culture s'est aussi saisi indirectement de la question au travers du CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, en nommant le professeur Sirinelli, ici présent, et votre serviteur, et en leur demandant de réfléchir, eux aussi, à la question d'une réforme de la loi Bardou et plus généralement aux questions de faux et de contrefaçon. Par la suite, deux membres du groupe de travail de l'Institut Art et Droit ont publié ce qu'on appelle aujourd'hui une offre de loi à destination des pouvoirs publics, assez étayée. Et ce texte, cette offre, a trouvé un relais auprès du Sénat en la personne du sénateur Bernard Fialaire. Avec plusieurs autres sénateurs, le sénateur Fialaire a déposé à l'hiver 2022 une proposition de loi, je cite, portant réforme de la loi Bardou en réalité, proposition qui était très inspirée du texte de l'Institut Art et Droit. Et puis à partir de là, le sénateur a fait un travail très important, a procédé à de nombreuses auditions, et ces nombreuses auditions l'ont conduit à proposer des amendements substantiels à partir de sa proposition initiale. Et c'est ainsi qu'un texte qui est assez largement modifié a été adopté par le Sénat au printemps 2023, précisément le 16 mars 2023. Cette petite loi, comme on appelle ces textes intermédiaires des petites lois, a eu pour conséquence de réorienter la mission confiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, au CSPLA, puisqu'à partir de l'adoption de la petite loi, le travail a consisté à évaluer le texte adopté par le Sénat et à la demande même du Sénat de le compléter, si cela s'avérait utile, en vue d'une soumission à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, une sorte de work in progress reposant sur une collaboration tout à fait fructueuse entre d'un côté le Parlement et de l'autre côté le CSPLA s'est mise en place. Et le rapport du CSPLA est en cours de rédaction, mais doit être remis très prochainement, précisément la semaine prochaine. Alors, c'est de ce work in progress que je voudrais vous parler ici en deux temps. D'abord en analysant la proposition du Sénat et ensuite en vous faisant part de ce que devraient être les principales propositions de la mission du CSPLA. Et l'on commence d'abord par la proposition du Sénat. Disons-le d'emblée, la petite loi qui a été adoptée au Sénat est un texte qui est très ambitieux et qui a reçu un accueil globalement favorable des milieux concernés, même si quelques réserves ont pu être émises. Malheureusement, je n'aurai pas le temps et j'ai déjà pris trop de temps. Je ne pourrai pas présenter ces réserves et je vais donc me contenter de vous présenter le contenu de cette petite loi en insistant surtout sur ses qualités. Qualités qui consistent principalement à remédier aux défauts criants de la loi de 1895. Alors il s'agit de dispositions pénales et donc deux choses doivent être présentées. D'abord les incriminations et puis ensuite les sanctions qui sont associées. Les incriminations d'abord, le texte est assez dense mais 4 points saillants me semblent devoir être relevés. Premier point, la loi Bardou, celle de 1895, vise en substance à sanctionner l'imitation d'une signature
ou bien le fait de supprimer une signature sur une œuvre et de la remplacer par celle d'un autre artiste, généralement d'un autre artiste qui est plus coté. Et par conséquent, la loi Bardoux ne s'attache pas aux autres formes de fraude, et ces autres formes de fraude sont pourtant très nombreuses. Un faux non signé, une fausse datation, une fausse provenance, des modifications dissimulées, etc. La petite loi, elle, élargit considérablement cette incrimination puisqu'elle va sanctionner tous les types de fraude en matière artistique, c'est-à-dire, et j'utilise la terminologie qu'elle emploie, le fait de tromper autrui par quelque moyen que ce soit sur l'identité du créateur, l'origine de l'œuvre, sa datation, sa nature, sa composition ou sa provenance. Et donc il n'est plus question de se limiter à la signature et aux questions de signature apocryphe. Deuxième point, la loi Bardoux ne couvre que certaines catégories d'œuvres, c'est lié à sa date d'édiction ancienne, et en sont notamment exclues les photographies ainsi que les œuvres de design qui pourtant aujourd'hui alimentent de manière notable le marché de l'art. La petite loi y remédie, elle va même au-delà puisque la petite loi ne vise plus des œuvres en particulier, elle vise toutes les œuvres d'art et objets de collection. Troisième point saillant, la loi Bardoux ne permet de sanctionner que les fraudes qui se rapportent à des œuvres qui ne sont pas tombées dans le domaine public, donc à des œuvres qui sont encore protégées par le droit d'auteur. En revanche, la loi Bardoux est absolument inopérante quand la falsification porte sur une œuvre qui a été créée par un auteur qui est décédé il y a plus de 70 ans, puisque c'est la durée de protection du droit d'auteur. Or, ces œuvres anciennes sont tout autant l'objet de fraude que des œuvres plus récentes. Et l'exemple le plus évident, il a d'ailleurs été un peu donné tout à l'heure, c'est celui des fausses antiquités. La petite loi supprime cette restriction qui tient au domaine public. Enfin, quatrième point saillant, la loi Bardoux permet de poursuivre les faussaires eux-mêmes, ainsi que les marchands et les intermédiaires. La petite loi va plus loin encore. La petite loi va s'attaquer absolument à toutes les personnes alors qui réalisent des faux, qui modifient des œuvres pour tromper autrui. Elle va s'attaquer à toutes les personnes qui présentent, qui diffusent, qui transmettent à titre gratuit ou onéreux ces objets, et même des objets authentiques, mais là encore en cherchant à tromper autrui sur leur qualité. Les sanctions maintenant dans le texte adopté par le Sénat. Alors, en ce qui concerne d'abord ce qu'on appelle le quantum de la peine, la quantité en quelque sorte, la loi Bardoux fixe des peines qui sont relativement légères, 2 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, c'est assez peu dissuasif. La petite loi, elle, augmente substantiellement ces peines puisqu'on va s'aligner sur le régime de l'escroquerie et l'on passe à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Il existe des circonstances aggravantes qui permettent d'augmenter les peines, je n'entrerai pas dans les détails ici, ainsi qu'une disposition consacrée à la responsabilité pénale des personnes morales, je n'entrerai pas dans le détail. Autre élément important quant aux sanctions, la petite loi prévoit ce qu'on appelle des mesures complémentaires. Alors, la véritable innovation va consister à autoriser, ou plus exactement à réautoriser le juge à ordonner la destruction du faux. Possibilité dont il était privé depuis une réforme qui date des années 90 et possibilité qui n'était conférée qu'au service des domaines de l'État. Il est plus commode que le juge puisse le faire lui-même. Et puis, deuxième innovation intéressante, une peine complémentaire qui est l'interdiction d'exercer certaines professions lorsqu'on a été condamné. Pour le reste, je n'entrerai pas dans le détail, mais les mesures complémentaires sont dans la continuité du texte actuel. Voici en quelques mots le contenu de la réforme qui a été proposée par le Sénat et je voudrais passer à présent aux principales propositions qu'est en train de formuler la mission du CSPLA. Les propositions du CSPLA maintenant, une précision pour commencer. Alors le rapport n'est pas achevé et donc on se réserve la possibilité d'ajuster ce qui va vous être dit ici. Et et surtout, il s'agit de propositions. Il s'agit uniquement de propositions. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait être complètement suivi, ou bien aucune de ces propositions pourrait être adoptée, ou bien certaines seulement. C'est une sorte de à la carte. Bon. Et c'est évidemment à l'Assemblée nationale qui, si elle décide de suivre effectivement le Sénat, devra faire des choix politiques qui ne nous reviennent pas, choix politiques qui lui semblent être les meilleurs, peut-être, et on peut l'espérer, à partir de ces propositions. Alors le texte voté par le Sénat est plutôt bien fait dans sa dernière mouture et je vous l'ai dit, a reçu un accueil qui est plutôt favorable.
Ce qui veut dire que la mission s'oriente plutôt vers le fait de ne le retoucher qu'à la marge dans son objet même, c'est-à-dire dans son volet pénal, puisque les sénateurs ne se sont intéressés qu'au volet pénal. Mais la mission du CSPLA a un objet plus vaste et le Sénat lui-même a renvoyé à ses futures conclusions en ce qui concerne d'éventuels compléments au texte pénal et notamment un volet civil. Et donc le travail de la mission a consisté d'une part à réfléchir à compléter le volet pénal et ensuite à compléter ce volet pénal par un volet civil. Donc d'abord le volet pénal. Le volet pénal, les auditions auxquelles la mission a procédé et notamment les auditions d'un bon nombre de spécialistes de droit pénal ont fait apparaître deux pistes intéressantes qui sont techniques et donc d'autant que le temps passe, je ne vais pas entrer dans les détails. Une première piste, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une première piste, c'est que pour l'instant, même si elle a été augmentée, une amende fixe est prévue et l'idée ce serait de créer une amende proportionnelle. C'est un système un peu moderne qui permet d'aligner le montant de l'amende sur le caractère plus ou moins lucratif de la fraude en l'occurrence. Et puis une seconde piste qui est très intéressante, c'est qu'il est prévu une aggravation des sanctions en cas de délit commis en bande organisée. Le quantum des peines passe de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Mais le Sénat s'est arrêté là et quand on a affaire à un crime en bande organisée, il est possible de prévoir dans la loi un renvoi à une procédure d'exception qui facilite considérablement les enquêtes et le travail de la justice avec des possibilités de compétences étendues, de surveillance, d'infiltration, de perquisition, etc. Et donc on réfléchit à ce renvoi pour faciliter le travail notamment des enquêteurs. Et puis quant au volet civil, désormais, je vais terminer avec ça, les sénateurs n'ont pas abordé la fraude artistique sous l'angle civil et volontairement et très explicitement, ils ont renvoyé ce sujet aux réflexions menées par la mission du CSPLA. Évidemment, il s'agit de la partie la plus dense du rapport et je ne vais pas pouvoir vous la présenter en quelques minutes et même en quelques secondes à la vérité. Je vais donc aller à l'essentiel. Deux aspects, la fraude artistique en général et puis la fraude artistique en ligne qui est évidemment une problématique contemporaine. Pour ce qui est de la fraude artistique en général, beaucoup de praticiens qui ont été entendus aimeraient qu'une action civile qui puisse être autonome par rapport à l'action pénale soit créée et qui pourrait garantir davantage d'efficacité aux procédures. La mission propose, mais ce n'est qu'une proposition, donc un certain nombre de dispositions qui, sans se confondre, sont inspirées de ce qui existe déjà en matière de contrefaçon, puisque l'action en contrefaçon en propriété intellectuelle est soit une action civile, soit une action pénale. Alors d'un point de vue méthodologique, ce n'est pas nouveau, c'est très exactement ce qui s'est fait dans un autre domaine qui est voisin de la propriété intellectuelle, qui est le droit des secrets d'affaires, puisque en matière de secrets d'affaires, une directive de 2016, qui a été transposée en France en 2018, s'est très fortement inspirée des dispositions qui existent en matière de contrefaçon civile et a même fait un certain nombre de copier-coller. Et donc on suivrait à peu près cette méthode qui donnerait des résultats. Par exemple, confier le contentieux aux mêmes juridictions spécialisées, les 10 tribunaux judiciaires qui ont compétence en droit d'auteur. Par exemple, créer une procédure de saisie particulièrement énergique, comme il en existe, saisie contrefaçon, on l'appellerait saisie fraude artistique. Par exemple, un mode de calcul des dommages-intérêts qui permettrait de tenir compte des bénéfices réalisés par le réseau de faussaires, etc. Je n'entre pas dans les détails ici, je précise simplement que dans la version du rapport, un certain nombre de dispositions clés en main vont être proposées. Évidemment, clés en main, ça ne veut pas dire qu'il faut les adopter, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être réajustées, mais on s'est livré, pas pour toutes les dispositions, mais pour une très grande partie d'entre elles, à un travail d'essai d'écriture. Et en même temps, nous ne sommes pas législateurs, ça revient sans doute davantage à d'autres. Et puis dernier point, civil encore, principalement civil. Les fraudes artistiques en ligne, évidemment, le mouvement se développe. Je vais m'en tenir à l'essentiel ici. Alors, tout ce que j'ai évoqué auparavant est applicable à des infractions commises en ligne. L'idée, pour le reste, n'est pas tellement d'imposer des textes contraignants aux plateformes notamment, quoique, mais surtout d'inciter assez fortement, et même très fortement, à davantage de coopération dans la lutte contre les faux. Alors notamment en ce qui concerne, je n'entrerai pas dans les détails, les modalités de signalement par les ayants droit et de l'autre côté, le retrait rapide et efficace des offres de vente
par les plateformes. Voilà, je m'arrête ici, j'ai dépassé de 2 minutes mon temps de parole, simplement pour vous dire qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses et que je serais ravi d'en discuter si cela vous intéresse par la suite. Et je reprends ma casquette de président de séance pour donner immédiatement la parole au colonel, chef de l'OCBC, que je ne présente plus, ou que j'ai présenté tout à l'heure, le colonel Hubert Percy-Dussert, qui, je pense, va tenir un propos assez complémentaire sur le sujet. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour cette présentation qui effectivement est complémentaire, vous allez le comprendre bientôt dans quelques instants, parce que ce projet de loi constitue un formidable outil de travail pour les forces de police et de gendarmerie que je représente ici. Je suis tout d'abord très heureux d'avoir été convié à cette table ronde parce que pour moi elle matérialise le nécessaire partenariat entre tous les acteurs du monde de l'art, du marché de l'art, la mise en place de vigilance individuelle et collective dans la lutte contre les trafics de biens culturels. Je sais pas que j'ai envie d'avoir beaucoup plus d'affaires dans le portefeuille d'enquête de l'OCBC, mais qu'en fait la réalité des enquêtes menées par l'OCBC révèle qu'il y a une pluralité de trafics et d'infractions, pluralité en raison et en lien avec les typologies d'objets, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et pluralité en lien avec la qualité des auteurs. On a tout type d'auteurs, des gens issus de la criminalité organisée, des gens qui font des infractions d'opportunité, mais des gens qui appartiennent à des groupes criminels parfois très violents, jusqu'à la délinquance en col blanc qui utilise le monde de l'art pour faire des montages financiers. Le sens de l'engagement de l'OCBC, qui est un office central de police judiciaire, eh bien, c'est de travailler en partenariat, de travailler dans cette recherche de complémentarité avec tous les acteurs et de mettre en place ces vigilances individuelles et collectives. En fait, effectivement, on est chef de file de la lutte contre les trafics au niveau national. Ça veut dire qu'on doit animer et coordonner la lutte contre les trafics. Animation et coordination qui se fait à la fois au niveau national avec un réseau de correspondants, de partenaires, au niveau national avec toutes les forces opérationnelles. Je pense à la police, je pense à la gendarmerie, je pense aux douanes, je pense à des institutions plus axées sur le domaine du renseignement, c'est-à-dire Tracfin, toutes les institutions, tous les grands services du premier et deuxième cercle de renseignement, mais aussi aux autres ministères, donc le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, évidemment, on leur est subordonné, on travaille, pas subordonné, mais on travaille à leur profit pour préparer les enquêtes. Le ministère de l'enseignement et de la recherche, avec lequel on collabore beaucoup, tant sur le plan juridique que sur le plan de l'analyse et l'identification des trafics. Le ministère des Armées, qui a un déploiement et une capacité aussi à nous assister sur le déploiement dans les zones de conflit, et le ministère de la Culture, bien évidemment, et on y reviendra juste après. Coordination nationale, mais aussi coordination internationale. On travaille avec toutes les grandes représentations internationales, l'ICOM, Unidroit, Europol, Interpol, et toutes les polices européennes et internationales. C'est pas neutre, parce que en fait, nos trafics de biens culturels, ils peuvent démarrer à une échelle très locale. Rapidement, très rapidement, ils sont internationalisés et très rapidement, les objets vont être mis en vente sur des places étrangères. Cette vigilance collective et individuelle, eh bien, la DAGP y prend une part centrale dans la protection du droit des artistes et avec ce projet de loi au Sénat. Et si j'en crois les éléments qui ont été donnés lors du dernier observatoire du marché de l'art par M. Taugourdeau, le marché en 2022 se porte pas si mal.
L'année 2022 est quand même assez florissante puisque la France a maintenu et même amélioré sa position et sa place mondiale dans le marché. Et on s'aperçoit que les objets d'art et les biens culturels ont toujours attiré, ont toujours fasciné, ont toujours eu un intérêt, un attrait individuel et collectif. Collectif, on s'en aperçoit, ça a toujours un impact sur les relations interétatiques individuelles. Eh bien, pourquoi? Parce que ces objets, qu'ils soient artistiques ou qu'ils soient archéologiques, ces objets sont uniques. Ils sont uniques avant la crise, ils sont uniques pendant la crise, ils sont uniques après la crise. Et donc, ils ont de la valeur en eux. Ils gardent une valeur, et cette valeur, elle leur donne un attrait particulier parce que cette valeur, elle est à la fois spéculative et à la fois valeur refuge. Je prends les chiffres qui nous ont été donnés à l'occasion de l'Observatoire du marché de l'art par le CVV. Effectivement, on a des enchères qui sont excessivement intéressantes. S'il y a une telle valeur, eh bien, cette valeur, elle attire forcément des réseaux et des organisations criminelles, comme vous le signaliez tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce marché, il est vecteur de blanchiment, l'opacité des affaires et des transactions, la capacité à faire des ventes un peu opaques, des ventes de gré à gré, des ventes avec des sociétés écrans, etc. Eh bien, ça intéresse les organisations criminelles qui vont chercher à opacifier. C'est intensifié notamment avec l'internationalisation des flux et l'augmentation de la digitalisation qui s'est accrue particulièrement depuis le Covid. L'objectif, c'est pour nous, c'est de réussir à mettre en place des moyens pour défendre le marché, pour défendre le monde de l'art, tout en assurant l'authenticité et la provenance des objets qui sont mis en vente ou qui sont présentés dans les musées, etc. Le risque, c'est que, comme ce marché est attractif, eh bien, il pourrait être submergé par des copies, ne plus attirer la confiance des acheteurs et être complètement boudé et s'effondrer complètement. Donc, préserver l'authenticité des pièces, s'assurer que dans les collections, on n'a pas une vague de submersion avec des faux, eh bien, c'est assurer la sécurité du marché. Pour l'OCBC, la lutte contre les faux et la contrefaçon, la lutte contre les faux, elle est centrale. C'est un élément permanent de notre action. Le faux est partout en matière de trafic de biens culturels. L'objet, quand on est un trafiquant, le but de l'opération, c'est de faire passer un objet de l'ombre à la lumière, du monde illicite au monde légal. Comment procède-t-on? Eh bien, on a nécessairement besoin de faux, mais à toutes les étapes de l'opération. On a des objets pillés qui sont des vrais objets pillés, mais on va être obligé de leur faire une fausse légende, une fausse histoire, et on va utiliser de faux documents, de faux certificats, de fausses attestations, etc., etc. C'est la même chose pour les objets volés. On va même parfois, pour certains objets pillés, être amené à modifier un petit peu leur aspect, leur ajouter des éléments pour qu'ils ne soient plus forcément attachés à un lieu, et puis pour en faciliter la vente. Donc vous voyez bien qu'entre les faux documents et la modification d'apparence de certains objets, on est déjà dans le monde du faux, on est déjà dans la manœuvre qui consiste à tromper. Et puis après, il y a les objets contrefaits, complètement falsifiés. L'OCBC, pour ça, a fait, dans le cadre de sa lutte contre les trafics, a fait le choix d'une approche globale. Notre objectif, c'est de démanteler des réseaux. La particularité des trafics de biens culturels, c'est comme l'objet est unique, on va être en capacité d'identifier tous les détenteurs de cet objet, les gens qui ont eu l'objet en possession. Prenons le cas d'un vol d'opportunité, un individu tombe sur une horloge ou sur un objet volé,
il sent que cet objet a de la valeur et donc il va le remettre à un reseller et à un autre seller et à un autre seller. Et c'est comme ça, comme l'objet est unique, qu'on est capable de remonter et d'identifier toute la chaîne de trafiquants. Une fois qu'on a, donc on s'intéresse à ces réseaux, et l'autre objectif pour nous, c'est de déceler les failles et les faiblesses de nos processus, de nos procédures de certification, de nos procédures réglementaires et de nos procédures législatives. Le projet de loi qui vous a été présenté à l'instant est une formidable opportunité pour nous. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il est un exemple d'évolution législative qui nous servira dans notre pratique judiciaire quotidienne. Le rapport du ministère de la Culture, ce qu'on appelle la commission LOG, qui vise à sécuriser les acquisitions des musées nationaux, eh bien aussi est une marque d'adaptation et de réaction pour sécuriser des process et éviter, parce que vous le disiez tout à l'heure, éviter qu'on soit infiltré par de la criminalité organisée, instrumentalisé, victime, voire même parfois complice de ces organisations criminelles. Alors, ce n'est pas du tout romantique, parce que là où il y a de l'argent, derrière, eh bien, on se rend complice d'individus qui sont, eux, particulièrement déterminés, qui, si le contrat ne va pas dans le sens qu'ils ont imaginé, peuvent avoir des modes opératoires particulièrement violents. Ce n'est pas encore généralisé, ça ne l'est pas complètement, mais moi, je peux vous assurer que dans les dossiers qu'on traite, on voit des organisations criminelles très violentes qui interviennent et qui agissent. Donc, on utilise dans nos infractions, dans les infractions qui sont traitées, tout le champ pénal et tout le champ des infractions à notre disposition. Le vol, le recel, le blanchiment des objets, blanchiment des avoirs criminels, le pillage et la destruction archéologique qui est aggravé lorsqu'il s'agit d'objets particuliers, l'escroquerie où on a l'utilisation de faux noms. Lorsqu'on a l'utilisation de faux noms, fausse qualité, de manœuvres frauduleuses. Donc on a encore dans le processus de l'escroquerie eh bien, la notion de faux, la tromperie qui consiste à tromper sur la nature, l'espèce, l'origine, la qualité et mentir sur ses origines par rapport à un objet. Le faux et l'usage de faux, alors en matière pénale, il est plus sur les écritures, la détention et les écritures publiques. C'est pour ça que le projet de loi vient largement compléter. La contrefaçon qu'on utilise un peu plus modérément, puisqu'elle a des applications civiles, et le projet de loi présenté qui a l'avantage d'être attaché pas au droit d'auteur, mais à l'objet en lui-même. Et comme M. Azy le disait très justement, les quantums de peine, notamment en bande organisée, pour moi qui suis officier de police judiciaire, quand j'entends 1 million d'euros en bande organisée, eh bien, j'ai l'oreille qui se réjouit, parce que, en fait, ce qui fait le caractère dissuasif de l'intérêt des organisations criminelles pour le trafic de biens culturels, pour les trafics de biens culturels, eh bien, ce caractère dissuasif, il est lié au quantum de peine. Il doit y avoir un risque à aller vers des infractions en lien avec le marché de l'art. 2 axes d'enquête pour nous. La traçabilité des objets, des biens, et les expertises. La traçabilité des biens, elle commence d'abord par l'image. L'image, pour nous, elle est essentielle. On a une base des objets volés. Si vous avez des œuvres artistiques, photographiez-les. On a une base des objets volés, et dès lors que les objets sont signalés volés, ils sont rentrés dans cette base. On est un des rares pays à l'avoir, les Italiens en ont une aussi. Et cette base, elle nous permet de retrouver les objets 10, 15 ou 20 ans après, parce qu'on les a enregistrés et on est capable de les tracer et de les identifier bien plus tard. À cette base, on a travaillé ardemment pour y agréger un outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire des comparaisons avec des sites marchands, avec d'autres bases, et d'identifier les mises en vente d'objets
voler et même de faire des recherches par similitude. On a les listes rouges de l'ICOM qui peuvent, pour les objets pillés, nous permettre de détecter des objets mis en vente qui pourraient faire partie d'une catégorie d'objets particulièrement surveillés. Donc cette traçabilité des objets par l'image, c'est un élément essentiel. Le deuxième, c'est la traçabilité de l'objet aussi dans sa vie administrative. Ces certificats d'authenticité, certificats de biens culturels, les actes notariés, des recherches généalogiques, les factures, etc., etc. Dans tous ces domaines, quand on va demander des justifications, on va nous opposer des faux aussi. Enfin, quand on a un objet d'art, eh bien, on va l'expertiser. 3 types d'experts. L'expert artistique, l'expert technique, issu du monde professionnel et ayant des connaissances dans le domaine et du marché, et puis l'expert scientifique. On ne peut pas dire un seul expert suffit. Comme pour les vigilances, comme pour nos actions convergentes dans la lutte, eh bien, les 3 types d'expertise sont complémentaires. Je vous l'illustrerai tout à l'heure de façon assez significative. L'expertise, pour nous, elle est essentielle. Et on a un petit sujet sur l'expertise, c'est que toutes les expertises sont versées au dossier. Et donc, on a des experts qui évoluent et qui adaptent des faussaires et qui adaptent leur méthode d'action aux évolutions techniques. L'IRCGN, on travaille avec le C2RMF et l'IRCGN, l'IRCGN a fait un jour une imagerie 3D d'un faux bronze. Eh bien, en créant cette imagerie 3D d'un faux bronze, il a créé la capacité de recréer un vrai faux bronze. Et la divulgation de cette imagerie, eh bien, pouvait permettre de créer un faux bronze à l'infini. Donc, on a un sujet sur la protection des résultats d'expertise, pour moi, qui est important. Ensuite, et pour vous donner 2-3 exemples, 2 minutes, voilà, je ferai 2 minutes. 2-3 exemples. Les faux meubles, les faux sièges de Versailles, faussaires, des faux. On a de vraies affaires en matière de faux meubles avec des pièces issues du vrai, de vrais meubles, vrais meubles qui permettent de confectionner de nouveaux faux meubles. On a eu une affaire de 2018 à 2023 sur des faux tableaux impressionnistes, 2500 tableaux saisis, avec un expert artistique auquel on a présenté 2 tableaux et qui nous a dit « c'est sûr, je reconnais la main du maître ». Donc l'enquêteur de l'OCBC lui a dit « donc, monsieur, les 2500 tableaux qui sont dans la pièce à côté sont tous des vrais ». Il dit « ah non ». Donc vous voyez bien que ces expertises sont nécessairement complémentaires. Les fausses galeries, les galeries éphémères, des galeries d'art, on a des gens issus de la délinquance itinérante qui sont capables de monter une galerie avec que des faux qui vont attirer des gens dans des grandes stations balnéaires que je ne citerai pas, très connues, et vendre à plusieurs dizaines de milliers d'euros des objets dont l'authenticité, enfin, qui sont des vrais faux. Et puis les gens ne se rendent compte de rien et ils repartent à l'étranger. Et on a un vrai sujet d'escroquerie, de tromperie et de faux par rapport à ça. On a de l'art africain. On a des individus qui vous vendent des objets d'art africain comme des vrais, issus de collections anciennes, etc., alors que c'est du pur artisanat local. Et dernier exemple de faux, c'est on est à la BNF, c'est les faux documents. L'intérêt pour les documents anciens, eh bien pour voler un livre ancien, on va le substituer avec un fac-similé de livre. Donc on a aussi dans le vol des gens qui vont faire des faux pour faire les substitutions. Donc le faux, c'est vraiment une vigilance de tous les instants et qui nécessite aussi de créer un statut pour ceux qu'on a détectés. Parce que si l'image pour les vrais objets est une carte d'identité, l'image pour le faux doit être aussi une vraie préoccupation. Créer une base des données, on en parlait tout à l'heure ensemble, une base des données des faux objets. Il y en a certains qui ne méritent pas d'être détruits et qui méritent d'être identifiés comme tels, à la valeur qu'ils ont et à la réalité qu'ils ont, c'est-à-dire de vrais faux, très beaux, mais faux.
et pas avec une histoire, avec une histoire artistique, etc. Voilà pour la partie au CBC, mais je suis bavard. Merci d'être bavard. On n'a pas du tout envie de vous arrêter en réalité. le chrono tourne. Effectivement, c'est quelque chose dont on discutait tout à l'heure. J'en profite pour le dire. Donc, dans la proposition de loi, il est question, à l'image d'une base de données des objets volés, d'une base de données des faux. Alors, j'imagine des faux judiciairement constatés, parce que n'importe qui peut pas déclarer qu'un objet est faux. Voilà. On est en train de dépasser le chrono, c'est le privilège du directeur scientifique, et c'est la fin de la journée. Mais je passe immédiatement la parole à Hervé Rosa, victime. Oui, je vais être bref, parce que c'était intéressant. Déjà, les artistes que je représente vous remercient, parce qu'on n'a pas l'habitude de remercier la police et les avocats d'habitude dans notre profession. Vous voyez, donc vraiment, merci beaucoup. Et je sais depuis un bout de temps le travail que vous faites à la recherche des faux. Bon, moi, je suis juste là pour dire ma petite expérience, parce que j'ai des collègues qui ont eu à subir des assauts de faux en quantité importante. Il y a 25 ans d'abord, au début, quand on voit un faux, une contrefaçon, on est un peu, dirions-nous, on est un peu fier finalement. On se dit, ah oui, c'est formidable, on est tellement connus qu'on fait des faux de nous. Mais tout ça va très vite s'effacer, parce que souvent les faux sont souvent mauvais, minables, mal faits, mal foutus, mal peints. Le premier, j'étais allé le voir dans une grande maison de vente que je ne pourrais pas citer là. Et c'était en fait, j'avais regardé dans le catalogue de la maison de vente et ça me semblait bizarre ce tableau. Je l'avais fait, mais quand je regarde la taille, c'était en fait une gravure que j'avais faite qui devait faire 80 sur 50. Et là, le tableau mesurait 2 mètres sur 2. Donc je suis allé avec mon galeriste, c'était Monsieur Bongers à l'époque, Patrick Bongers de la galerie Louis Carré. Nous sommes allés donc dans cette maison de vente et effectivement, il y avait un grand tableau. Et en fait, le type, il avait juste recopié en aplat une gravure. Il s'était vraiment pas cassé la tête. Et c'est là où les nouvelles lois, c'est vrai que c'est un peu casse-pied, tout cette défilé de lois et tout ça, mais en fait, on s'aperçoit que sans ces lois-là, on ne peut rien faire, parce que j'avais amené un feutre dont j'ai barré la signature, et en fait, j'ai pas pu récupérer le tableau, rien du tout. Il fallait faire toute une démarche d'huissier, enfin, etc. Je n'ai pas pu récupérer le tableau. Bien sûr, la maison de vente ne l'a pas mis en vente, ils l'ont renvoyé en Hollande, où il appartenait, mais ce tableau a pu être peut-être revendu, ou je ne sais pas, et régulièrement maintenant. Alors, avec Internet, c'est pour ça qu'on relie aussi, ce débat relie aussi le débat, la table ronde que nous avons eue avec sur l'intelligence artificielle, la table ronde sur les catalogues raisonnés. En fait, c'est d'essayer de chercher la vérité, de chercher les vraies œuvres, en fait, de comprendre comment. Et le temps s'écoulant, ça devient de plus en plus difficile. Et surtout, avec Internet, là, ça s'est développé. Ça s'est développé. Bravo, bravo. Non, je ne suis pas un vrai président, en fait. Il m'a découvert. Non, et puis là, ça s'est multiplié. Donc c'est pour ça que se multiplient aujourd'hui les demandes de certificats. Aujourd'hui, on ne peut plus vendre une œuvre, que ce soit une galerie. Moi, je vends qu'à des galeries, je ne vends pas à des particuliers. Mais j'ai des collègues qui vendent à des particuliers. Maintenant, on demande un certificat systématiquement. Dans les années 80, jusqu'à il y a 20 ans, c'était une pratique très particulière, très marginale pour les œuvres qui valent un certain prix. Tout ça même, aujourd'hui, pour une œuvre à 15 000 euros ou 20 000 euros, on vous demande le certificat. Et donc, souvent, on me demande les certificats aussi des gens qui ont des œuvres à moi qui ont des certificats pour les mettre en vente. Ils ne le demandent pas pour se faire plaisir, ils le demandent en fait pour gagner de l'argent, pensant gagner un peu plus d'argent sur une œuvre qu'ils vont revendre. Et c'est là que souvent, parce que souvent c'est des gens qui sont des collectionneurs qui sont fait duper, la plupart du temps c'est des collectionneurs qui sont fait duper. Il y a même des galeristes qui sont fait duper, un galeriste qui avait cru acheter une toile de moi chez une vieille dame qui venait de mourir, etc. Et en fait, je ne sais pas qui c'est, si c'était elle qui l'avait acheté ou si c'était ses neveux qui lui avaient offert, mais c'était une peinture que je n'avais jamais faite, quoi. Et les peintures, souvent les faux, ces peintures, c'est des associations, c'est pas souvent des copies d'une peinture précise, c'est des associations de plusieurs peintures. Donc c'est assez rigolo, mais bon, malheureusement, je n'ai jamais vu aucune de qualité pour l'instant. J'attends avec impatience le beau faux. Et puis il y a une histoire qui m'a beaucoup énervé aussi, c'est que dans le début des années 90, j'avais mon atelier à Ballarugue-le-Vieux, à côté de Sète.
Et un jour, un de mes fidèles collectionneurs et grands amis est venu me voir avec un monsieur qui se disait peintre aussi, qui venait s'installer à Bouzigues ou à Metz à côté. Et donc il venait, il avait une Ferrari ou une Porsche, enfin, un grand train. Il avait loué une villa pas très loin dans le coin, au bord de l'étang de Thau. Et apparemment, il faisait la même peinture, une espèce de peinture pseudo-surréaliste, mais il y avait toujours la même peinture dans son atelier depuis des années. Et en fait, un jour, je me suis aperçu en lisant le journal que c'était, je ne me rappelle plus du nom, c'était celui qui avait fait tous ces faux. En fait, il a eu un Allemand, vous savez, c'est d'origine allemande, vous devez connaître ce cas-là. Puisqu'après, j'ai été très choqué, car il a eu 3 pages dans Paris Match. J'ai trouvé ça, tu parlais de ça, et ça, c'est très choquant. Presque, on fait plus de publicité aux faussaires qu'aux artistes vivants. J'ai trouvé ça dans Paris Match, dans le Nouvel Observateur aussi. Ça, je cite les magazines parce que je pense qu'ils sont vraiment responsables de ce genre de trucs, d'essayer de presque de donner de rendre comme un conte de fées, quoi. Et ce type avait quand même vendu des faux Marx Ernst, mais des dizaines de faux surréalistes. Philippe Aki avait été pour quelques millions de dollars, je crois. Enfin, et puis en plus, il y avait beaucoup d'experts qui n'avaient pas porté plainte, car certains musées américains apparemment avaient acheté nombre de ces faux. Bon, quand tu disais que les faux, on n'a pas de faux dans les musées, aujourd'hui j'en doute. Aujourd'hui, j'en doute. Malheureusement, aujourd'hui, j'en doute après avoir rencontré ce triste personnage. Voilà ma petite expérience. Après, ce qui est terrible pour un artiste dans le faux, c'est pas à la limite que quelqu'un vous arnaque, vende quelque chose sous votre nom. À la limite, ça, c'est lourd, mais c'est pardonnable. Ce qui est impardonnable, c'est qu'il y a un marché dans l'art aujourd'hui, un marché qui est de plus en plus sauvage, terrible, structuré. Et les galeristes et les artistes défendent les prix des œuvres. Moi, je sais que mes galeristes défendent le prix de mes œuvres. C'est pas facile. Et en fait, cette espèce de faux marché, les types ils peuvent le vendre à n'importe quel prix, ils s'en foutent qu'ils vendent une peinture de moi 5 000 balles ou 6 000 balles. Ils en ont rien à faire puisqu'ils n'ont pas payé de toute façon. Donc leur marge, elle est pure, elle est nette, elle est complète. Et vous, si c'est marqué, si ces fausses peintures passent en vente publique, font des prix minables en vente publique, elles vont être marquées dans votre art price et bien sûr votre cote va être sensiblement et même des fois lourdement attaquée. Donc vraiment, le faussaire, c'est pas une... Moi qui prenais ça à la rigolade il y a 20 ans, je pense que ça me fait plus du tout rigoler aujourd'hui et ça devient un phénomène terrifiant. En plus des œuvres qui sont fabriquées en Asie, ailleurs, enfin maintenant on a un trafic un peu international et surtout ce qui vaut un petit peu d'argent. Moi je pensais, mes œuvres ne valent pas des centaines de milliers d'euros, je pensais pouvoir éviter mais non, pas du tout. Et il y a toujours des nouvelles choses qui paraissent sur Internet. Alors sur Internet aujourd'hui c'est encore plus difficile à faire enlever. Heureusement que la DAGP nous y aide. Donc chaque fois que vous voyez un faux de vous en vente quelque part, il faut alerter la DAGP qui a un service où il nous donne des conseils pour agir. Voilà, ça c'est ma petite expérience. Mais en tout cas, merci. On va avoir besoin de vous encore plus aujourd'hui. Surtout parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que si elle est liée avec une impression 3D, en fait, on peut peindre une peinture avec les matières, avec les épaisseurs, etc. Ce n'est pas juste une histoire d'image fausse, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc les faux vont être assez terribles. Excusez-moi d'être un peu long. Merci Hervé. Donc le catalogue des faux, effectivement, est plus gros que le catalogue raisonné. Non, mais c'est vrai. Alors, ta dernière remarque sur le fait que ça a une incidence sur la perception de l'œuvre authentique sur le marché. En droit des marques, ça a un nom, ça s'appelle la dilution ou le ternissement. Et c'est vraiment ça, il y a une sorte de dilution d'image, de ternissement d'image, qui en soi est un préjudice pour l'artiste, indépendamment de... Parce que les gens, au bout d'un moment, ils pensent acheter un faux, ils vont plus acheter cet artiste-là, quoi. Ils se disent, bon, c'est pas la peine de prendre ce risque-là. Oui, et puis ils prennent... Je comprends que les collectionneurs ne veulent plus prendre le risque d'un artiste où il y a beaucoup de faux. Ils se disent, on va voir ailleurs. Et ça, c'est quand même un impact assez dur, surtout les artistes français qui nous bâtonnent dans un milieu international qui n'est pas favorable, qui nous est pas du tout favorable ces dernières années. C'est encore un coup difficile à supporter, quoi. Merci.
On a à peu près rattrapé le timing, merci Hervé. T'as vu, j'étais rapide. Ouais, c'est pas mal. Il nous reste évidemment une bonne dizaine de minutes pour des questions avec la salle. Je regarde Marianne. Sachant qu'on ne voit pas bien la salle de là où on est. Je vois un bras qui se lève là. Mais on est comme sur une scène, tu sais, t'as les spots devant, comme les Rolling Stones, ils ne voient jamais leur public, tu sais, c'est un peu pareil. Simplement, comme toujours, présentez-vous avant de poser votre question. Merci. Ah oui, pardon. Je prends la parole après le président, j'ai le droit. Oui, bien sûr, le président Alors, vous y autorise. Personnellement, je suis ayant droit d'un artiste, j'ai donné le nom déjà ce matin. Au décès de mon père, j'ai tout appris, j'ai acheté la lampe de Wood, je suis allée voir les experts et j'ai trouvé des faux, mais je n'étais pas connue, sauf sur les portraits, mais je n'étais pas connue. Donc j'ai noté sur un papier le nom de la personne qui avait réalisé le faux. Et j'ai demandé à l'expert qui était un peu étonné, est-ce que je peux rentrer dans une chambre avec vous? Il m'a regardé, j'ai dit oui, enfin une chambre noire. Donc je suis rentrée avec la lampe de Wood, et je lui ai donné mon papier, et là c'était le kit ou double, où c'était vrai, où c'était le tam-tam, et tous les experts savaient que je racontais n'importe quoi. Et j'avais le nom de la personne qui avait fait le faux. Pourquoi? Parce que mon père aidait ses copains, ses camarades qui n'arrivaient pas à bien vendre ses tableaux. Il terminait un cou, il terminait un pied, il terminait un buste, enfin tout. Et ma mère lui disait, ne fais pas ça, tu auras des problèmes un jour. Total. T'as compris, t'as compris. La signature était supprimée et il y avait la signature du papier que j'avais montré. Une autre fois, un expert me donne rendez-vous, décidément j'ai pas de chance, il me donne rendez-vous à l'hôtel avec de l'acétone et on va supprimer la signature. J'ai dit à l'hôtel, je vais pas à l'hôtel. En fait, c'était l'hôtel des ventes de Drouot. Ok, bon. Donc, j'y suis allée, j'ai attrapé le tableau, mais c'était tout nouveau. Et j'ai filé avec le tableau, c'était un faux. Je suis allée au commissariat de police et on m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Le jour de la vente, on vient. Vous vous imaginez, je ne vais pas demander au commissariat de police d'enlever un tableau devant tout le monde. Là, la cote de l'artiste, c'est fini. Il est brûlé. Alors que j'ai raison et que je fais ça pour les autres artistes. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Et un autre exemple, peut-être que vous ne connaissez pas, j'ai trouvé un tableau qui a été contrefait une première fois. Il y avait la signature qui était fausse. Derrière, j'ai noté faux et le nom de mon père, faux, nanana. Il repasse en vente. Et je prends les photos toujours, il faut prendre les photos du verso d'un tableau. C'est le plus important aussi, sur le châssis. Et je retourne le tableau la deuxième fois. Qu'est-ce que je vois? Ils avaient enlevé faux et ils avaient gardé le nom de l'artiste. Donc il redevenait un vrai. Ça c'est intéressant comme anecdote, etc., etc. Bon, voilà, j'ai d'autres anecdotes de ce genre, mais je ne veux pas alourdir. Mais vraiment, et donc, grâce à la DAGP, parce que alors il y a autre chose, j'ai prévenu la DAGP qui a fait un travail formidable avec la société sœur dans un pays, de l'Est. Je ne vais pas le nommer, je devrais normalement le nommer. Et j'ai été menacée. Pourquoi? Il passe 5 tableaux d'un artiste. En tout cas, je vous donne mon exemple. L'exemple de mon père. 5 tableaux. Et parmi les 5, il y en a un toujours qui est faux, ou 2 qui sont faux. Ce qui fait que tout est vrai. Comme on disait dans les catalogues raisonnés, si vous passez un faux, eh ben, tout est vrai. Même le faux. Alors là, c'est ce qu'ils ont fait. Et en ce moment, la DAGP a été très courageuse. Vous savez, il y a un procès avec ce pays qui ne reverse absolument pas le droit de suite aux artistes qui passent en salle des ventes dans ce pays. Et en plus, ils passent des faux. Alors, on s'éloigne avec le voilà. droit de suite. J'ai terminé. Merci pour ce retour d'expérience qui me suggère quand même une réflexion. Il y a quand même une solution. C'est difficile de parler après ça. Ce qui fait dire quand même que le fait que le juge ait le pouvoir d'ordonner la destruction, qui n'est qu'une faculté,
et qui doit être utilisé avec sagesse, évidemment, c'est quand même à peu près le meilleur moyen qui existe pour éviter qu'un faux réapparaisse sur le marché. Alors évidemment, si on a des doutes, il ne faut pas le faire. Évidemment, si tout en étant un faux, on a affaire à un objet qui a une valeur sur le terrain de l'histoire de l'art, il ne faut pas le faire non plus. Mais ça n'est qu'une faculté. Et je pense que notamment certaines décisions récentes qui se montrent un petit peu timides sur le sujet ou sur le terrain des sanctions, et ce n'est pas parce qu'il existe des possibilités de marquage, c'est pas parce qu'il existe un registre potentiel des faux qu'il ne faut pas s'interdire la sanction la mesure la plus radicale qui est la destruction, quand on en est sûr, bien sûr. Et on va me dire, on n'en est jamais sûr. Mais en droit, on n'est jamais sûr de rien, à vrai dire. On en est sûr. Si vous permettez, tout le travail, c'est un travail de conviction vis-à-vis du magistrat pour qu'il perçoive l'étendue, l'ampleur, telle que vous le décriviez tout à l'heure justement, c'est-à-dire ces organisations criminelles. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on a des pays de l'Est, que je ne nommerai pas non plus, mais qui utilisent leurs élèves des beaux-arts, certains faussaires utilisent les élèves des beaux-arts pour inonder en faux le marché. Donc effectivement, on a des vraies organisations et ça doit être à l'office. On a quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais plusieurs centaines de faux. Ça me pose un problème de stockage d'ailleurs. Mais on a plusieurs centaines de faux. Je peux vous les prendre au Musée international des arts modestes. Ça, je peux vous les prendre pour notre collection. Oui, sous le coup de la loi, attention. D'où l'intérêt. Non, parce qu'après, quand un faux est découvert, ce n'est qu'une copie, en fait. Parce qu'une copie, c'est pas interdit. Oui, mais il faut qu'il soit marqué, il faut qu'il soit identifié comme tel, et il faut qu'on le laisse circuler pour qu'il ne soit pas réutilisé, comme vous le disiez, avec des modifications de nom derrière. D'où l'importance de l'imagerie et de cette base des faux, avec des images sous tous les angles. À Paris, ils sont vendus par des collectionneurs ou des successions, et ils vont directement dans ce fameux pays. Et je demande, mais pourquoi vous les mettez dans ce pays-là? Alors on me dit, parce que c'est là qu'ils sont vendus le plus cher. Mais j'ai dit, je ne comprends pas, c'est un pays où il y a tellement de pauvres. Ok, vous avez compris. Qui s'occupent de leurs pauvres alors? C'est scandaleux. Voilà où passe l'argent. Et souvent, merci. Il y a des pages du livre de mon père, des pages du livre qui sont rapprochées, et au milieu des deux pages, ils font des personnages de dos, comme ça on ne reconnaît pas. Et la rue des Rentiers a appelé le commissaire-priseur qui est très connu, et avec prétention, il a répondu, parce qu'il est très prétentieux celui-là, il a répondu, j'ai pas que ça à faire. Ah bon, vous n'avez pas que ça à faire? Demain matin à 8 h, vous venez. Voilà. Et ils ont arrêté les tableaux, et grâce à ça, ils ont trouvé des faux buffets, des faux autres artistes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, demandes d'intervention, questions? Je ne vois rien. Un artiste se fait du souci, non? Non. Bon, je vois une main qui se lève. Oui. Allez-y là-bas. Bonjour. Par ici. Bonjour. Léopold Vassy de la Gazette de Rouault. Moi, j'ai une question qui fait un lien avec la table ronde précédente, où a été évoquée l'hypothèse du cataloguiste qui refuse d'inclure une œuvre d'art. Mais je voulais savoir le cas inverse, c'est-à-dire le cataloguiste qui va inclure délibérément, bien sûr, une œuvre d'art qui est fausse. Je voulais savoir, et je pense notamment au catalogue raisonné des artistes de l'avant-garde russe, d'Alexandra Exter, de Goncharova, qui sont décriés par les spécialistes comme des véritables répertoires de faux. Je voulais savoir donc si le cataloguiste pouvait, dans ce cas-là, se retrancher derrière sa liberté d'expression ou non. Parce que ça peut être un formidable outil pour la mise en circulation des faux, malheureusement. Ici, excusez-moi, parce qu'il y a ici aussi que certaines expositions dans des petits musées qui réhabilitent des peintures et qui ne sont pas des vraies, qui après sont dans des catalogues officiels et qui en fait sont fausses et qui deviennent vraies de ce côté-là. Est-ce que les auteurs d'une exposition comme ça ou d'un catalogue de ce genre peuvent avoir des problèmes à la justice ou il n'a pas de souci à se faire? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est compliqué, il faut en connaître plus sur toutes les circonstances pour savoir quel type de dispositif est applicable.
la liberté d'expression, elle joue dans les deux sens. Elle joue vous avez le droit de refuser d'insérer, ou au contraire, vous avez le droit d'insérer quelque chose qui vous semble authentique. Ce qui renvoie, alors, à supposer que ça ne donne pas prise ni au droit d'auteur, ni à la législation actuelle sur les fraudes en matière artistique, etc. Ce qui renvoie à la question que posait mon amie Françoise Labarthe tout à l'heure, mais qui est pour le coup extrêmement technique et pour lequel il n'est pas certain qu'on ait une réponse. Est-ce que le fait de le faire à titre... alors je parle uniquement sous l'angle de la responsabilité civile. Est-ce que ça équivaut à une faute au sens de l'actuel article 1240 du Code civil? Est-ce que ce texte a vocation à paralyser ou à restreindre la liberté d'expression? Est-ce que c'est un texte qui permet de caractériser un abus dans la liberté d'expression? Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas du tout évident. Voilà. À ma connaissance, la question s'est jamais posée encore pour les tribunaux. Mais de la même manière qu'il n'est pas certain aujourd'hui, avec les jurisprudences que Françoise a évoquées tout à l'heure, qu'on puisse condamner quelqu'un qui refuserait d'intégrer, même avec une forme de légèreté blâmable, il n'est pas certain qu'on puisse refuser de condamner sur le terrain de la responsabilité quelqu'un qui intégrerait, même avec une légèreté blâmable. Non, pas forcément, parce que c'est tout le problème de la distinction entre les faux et les contrefaçons. Si l'œuvre en question ne reproduit aucun élément original d'une œuvre préexistante de l'auteur, on a affaire à un objet qui n'est pas soumis au droit d'auteur. Le droit d'auteur, le droit d'auteur ne s'applique qu'à des œuvres de l'artiste. C'est un droit sur l'œuvre, c'est un droit de l'auteur, mais c'est un droit de l'auteur sur son œuvre. Il y avait une autre question, me semble-t-il. Oui, c'était en fait un faux tant qu'on ne sait pas que c'est un faux, c'est un vrai d'une certaine façon. Comment on peut estimer le poids des faux sur le marché ou dans les musées? C'est une question à laquelle on s'est heurté. C'est une sorte de serpent de mer. Alors, il y a des économistes dans la salle. Je crois qu'il est très difficile de mesurer, de faire une étude quantitative sur le sujet, ne serait-ce que pour une raison évidente, c'est qu'un très très bon faux réalisé par un très bon faussaire, son but c'est de passer complètement inaperçu, donc on n'arrivera jamais à évaluer l'ampleur du phénomène. Ce qu'on voit, et pour avoir entendu beaucoup de personnes sur le sujet, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il y a un accroissement assez net du phénomène, qu'Internet est un des éléments, mais pas du tout le seul, parce qu'il y a notamment pour les... Voilà, beaucoup d'intermédiaires, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est très difficile à chiffrer. Mais de la même manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je crois qu'il ne faut pas... Hervé a raison. Évidemment que certains musées ont acquis des faux et qu'ils exposent des faux sans le savoir, forcément. Je ne crois pas que la grande majorité des collections des musées de France... Beaucoup aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis. Oui, c'est pas chez nous. Un peu chez nous, Et puis en complément, si vous permettez, c'est aussi tout le travail de récollement et de recherche de provenance que le ministère de la Culture fait régulièrement. Donc c'est le travail sur les collections, le récollement et à la fois les recherches de provenance qui vont permettre de sortir ce qui a une provenance douteuse. On ne peut pas dire ce qu'il y a dans les musées est majoritairement faux. On ne peut pas se permettre de se prononcer là-dessus, et sachant qu'il n'y a pas les récollements ne sont pas terminés. C'est un travail hyper fastidieux. Donc il y en a peut-être ou peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vois. Ouais. Oula. Alors pour le coup, dernière question. Une question. Je crois que c'était en haut. Là-bas. Ah, ok, pardon. On ne voit rien, je vous dis. Oui, bonjour, je suis Nina Rodriguelli de l'Observatoire de l'art contemporain. Je m'interroge sur une notion qui est la notion pardon. Sur la notion de libre expression en matière de catalogue raisonné. Et je crois qu'en matière de catalogue raisonné, ce qui est très important, en effet, les enjeux aujourd'hui sont absolument cruciaux compte tenu de l'évolution du marché de l'art. Et la question serait plus
considérer une notion de compétence scientifique. Un catalogue raisonné doit se construire, s'élaborer en amont ou pendant sur le plan d'une compétence scientifique. Et c'est ça qui apporte justement une valeur et son développement, la reconnaissance de l'artiste par la suite. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est absolument inquantifiable. Et il est absolument inimaginable d'envisager une sorte de qualification ou de prérequis pour être en droit d'exercer sa liberté d'expression dans le cadre d'un catalogue raisonné. Et donc effectivement, ça se fait en fonction de la compétence scientifique, et de cette compétence scientifique va découler une reconnaissance de cette autorité par le marché, ce qui est un phénomène complètement naturel. Mais vous avez tout à fait raison. Si ce n'est que c'est un sujet sur lequel il est impossible de légiférer, pour le coup. Et donc le conseil, c'est que chaque artiste de son vivant commence à faire son catalogue raisonné. Moi, c'est ce que je conseille, de le commencer à le faire tant qu'on est vivant. Parce qu'au moins on peut vérifier, vous voyez. Et je pense que j'ai beaucoup de camarades qui aussi font ce travail. Bon, c'est un gros travail à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a un fonds de soutien à la DAGP qui permet de donner aux artistes des sommes qui leur permettent d'archiver, de numériser et de cataloguer leurs œuvres et de photographier, cataloguer leurs œuvres. On a trouvé que c'était très important à la DAGP d'aider justement les artistes vivants à déjà cataloguer leurs œuvres et de ne pas attendre qu'ils meurent pour que ce soit la famille, les ayants droit ou les spécialistes. Je pense que c'est moi le seul conseil que je donnerais. Encore une, c'est ça? Dernière question. Là-haut. Je me suis accrochée, j'y suis arrivée. Voilà, une question pour le colonel de gendarmerie sur l'OCBC. Comment est-ce que qui peut vous saisir? De quelle manière on vous saisit? Et notamment en matière de vol lors d'une exposition ou d'une perte d'une partie d'une œuvre, par exemple. Est-ce que vous avez voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un pouvoir d'enquête? L'OCBC est un office central de police judiciaire à compétence nationale. Donc on a compétence judiciaire sur tout le territoire national. On peut être saisi, par tout le monde. J'ai un groupe de renseignement criminel qui recueille les différentes situations. Et puis l'autre aspect, c'est que comme on a une compétence nationale et comme je vous le disais, on travaille en co-saisine avec les unités territoriales, sinon on est 31 enquêteurs au service, on ne pourrait pas, à la lumière de l'ensemble des faux qui ont été décrits, on ne pourrait pas tout traiter. Eh bien, dès lors que vous signalez un vol d'objets d'art à votre commissariat ou unité de gendarmerie locale, ça nous remontera. Vous pouvez très bien aller déposer plainte et signaler en disant ça peut intéresser l'OCBC, qui sauront parfaitement nous contacter vers le groupe de renseignement criminel qui est à disposition pour ça. Et après, on met en place la stratégie la plus efficace pour enquêter ou faire traiter. Merci. Merci pour votre réponse. Merci à tous. Cette fois-ci, c'est bien fini. Et quelques propos conclusifs.